Salut, Hola, bonjour ça va? Nicolas. Ouais, bonjour. Merci pour accepter l'invitation. Et, Ouais, euh, et je voulais juste introduire un petit peu en espagnol et en français. C'est la première fois. Voy a ser la primera vez que voy a hablar al mismo tiempo español y francés pour expliquer un petit peu que- comment ça se passe aujourd'hui en France et que normalement toi et moi on devait se voir et moi ouais, je devais aller à ton atelier et malheureusement c'est pas possible parce qu'on est reconfiné. ouais, c'est vrai. Y entonces lo que estaba tratando de decir es de que normalmente Nicolás y yo eh, teníamos que vernos, yo iba a ir a su taller, pero pues no es posible porque Francia se volvió a reconfinar desde ayer. Todos estamos encerrados desde ayer. Donc, merci en tout cas, Nicolas, pour accepter l'invitation. Merci pour prendre un petit peu de ton temps. J'aimerais bien juste que tu nous expliques ton expérience. Tout d'abord, c'était quoi ta motivation d'être artiste enfin, ça a commencé à quel âge? Je ne sais pas, je suis toujours curieuse de comprendre Ouais, ouais, cette ouais. démarche. Bon, bah, moi, enfin, voilà, j'ai une formation classique, hein. J'ai fait les Beaux-Arts à Grenoble. Donc, je suis sorti en 2003. Et c'est vrai que, en fait, dans les écoles d'art, donc, il y a plusieurs. Bon, quand on fait une école d'art, on ne sort pas forcément artiste. Et il y a plusieurs diplômes. On peut être designer, design graphique, tout ça. Moi, j'ai fait une école, j'ai fait le choix d'aller à Grenoble parce que c'était vraiment une école qui avait que la section art. C'est-à-dire que je me voyais pas graphiste ou ça, je me voyais vraiment artiste. Et quelques années avant de rentrer en école d'art, ben, j'ai commencé vraiment à me passionner, adolescent, pour tout ce qui était mouvement hip-hop, graffiti, tout ça. Donc, euh, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué adolescent. Voilà, depuis, j'ai suivi un peu les pas de mon grand frère qui était dedans voilà, qui a commencé à peu près en 1989. Voilà, et après, quand je suis rentré en école d'art, enfin, moi je suis pas du tout d'un milieu d'artistes dans ma famille. Donc c'est vraiment le hip-hop et le graffiti qui m'a amené à m'intéresser à tout ça. Et en parallèle, bon, au lycée, enfin voilà, je suivais une option art plastique avec des professeurs quand même. Enfin, je leur rends un petit peu hommage aussi parce qu'ils m'ont vraiment, ils ont vu que j'étais quelqu'un de passionné. Et ils m'ont ouvert un petit peu à d'autres formes d'art. Et voilà, et donc tout ça a fait que après j'ai voulu être artiste, tout en me disant au début, bon, je serai enseignant et à côté de ça, je ferai artiste. C'était vraiment parce que c'est quand même compliqué de se dire dans un premier temps, je veux être artiste. Voilà. Donc j'ai commencé quand je suis sorti des Beaux-Arts. Enfin, j'enseignais déjà en étant aux Beaux-Arts. Je faisais des remplacements dans des collèges et des lycées. Donc j'avais vu ça ah, est-ce que vous me voyez là? Un petit peu, oui. Ouais. Oui. Un petit peu plus sombre, La mais ça va. lumière, on dirait que la lumière Oui, c'est sur la lumière. bon, voilà, je vais voir, je vais me déplacer. Peut-être que. Non, ça va, Ouais, t'inquiète. Ouais. voilà. Donc, je disais qu'en fait, j'ai commencé à enseigner quand j'étais déjà aux Beaux-Arts. Je faisais des remplacements dans des collèges et des lycées. Et après, quand je suis sorti des Beaux-Arts, donc j'ai continué à enseigner en parallèle de ma pratique. Et à un moment donné, il y a eu un déclic où on m'a proposé soit de passer mon diplôme pour être enseignant en collège et en lycée, ou soit continuer à être artiste. Alors j'ai choisi le fait d'être artiste, où là en fait j'ai fait des petits boulots. Voilà, j'étais gardien de salle au centre Pompidou, qui était une expérience assez intéressante parce que j'ai rencontré plein de gens de la culture qui étaient ce qu'on appelle des précaires, c'est-à-dire des gens qui faisaient des thèses en histoire de l'art. J'ai rencontré des commissaires d'exposition avec qui j'ai travaillé après, Wow. des artistes, voilà. Et parallèlement à ça, j'ai fait enfin voilà, je continue à faire mes expos. Après, j'ai réenseigné en école de pratique amateur avec des enfants, ce qui me plaisait aussi. Et là, maintenant, j'enseigne en école d'art.
Donc voilà, donc, j'enseigne le dessin à l'École supérieure d'art et de design de Reims. Et voilà, et donc je suis entre les deux. Voilà. Je suis en train de regarder parce Je que je vais comprends essayer pas de... pourquoi je suis voir là. Oui, non, J'ai je l'impression pense que que on te c'est voit, mais c'est un peu sombre. Mais mets-toi à l'aise. Je vais essayer de traduire un petit peu ce que tu as dit en résumé en ah ouais, espagnol. c'est mieux. Voilà, ça, voilà. Ouais, Voy a tratar de traducir lo que dice Nicolás. Nicolás, je voulais juste te demander, parce que c'est une question, parce qu'en Mexique, c'est différent. C'est-à-dire que quand tu choisis un métier, enfin, ça vient trop ouais. tard, mais ici, tu peux commencer dès l'école, c'est ça? Enfin, tu as commencé l'école. Comment ça se passe, En, l'école et après les lycées? Enfin, c'est vrai que c'est devenu assez tôt pour toi. en fait, moi, quand j'étais étudiant, j'avais pas trop de sous, donc fallait que je trouve un petit boulot. Après, j'avais remarqué qu'avec un DNA, c'est-à-dire un diplôme de troisième année, on pouvait enseigner. Et donc, je m'étais arrangé un petit peu avec mes enseignants d'école d'art. En fait, je loupais une journée par semaine. Et en fait, j'allais enseigner dans un collège près de l'école. Ça me permettait d'avoir un salaire, donc c'était un temps de prof, ça me permettait de continuer. Bon, et après, enfin, en école d'art, voilà, je travaillais aussi, donc enfin, voilà, ça posait pas de soucis. Et mes enseignants connaissaient un petit peu ma situation, donc voilà, donc il y a pas eu de difficulté par rapport à ça. Et tu avais Et en quel même âge, temps, Nicolas? Tu avais quel âge quand tu as commencé à enseigner? alors j'ai commencé à enseigner tôt, hein, j'avais 20 ou 22 ans. Ah oui, C'était avec des troisièmes et après j'ai continué au lycée, donc j'avais des étudiants quand j'avais 23-24 ans qui avaient 17-18 ans qui passaient le bac, quoi. Voilà. Donc, mais c'était une belle expérience, même, je veux dire, même dans le fait d'étudier. C'est vrai que des fois, quand on est dans une école d'art, alors c'est à la fois bien et pas bien, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans une bulle, on est un peu protégé, donc c'est ça. c'est parce on a 5 ans pour créer sans vraiment se poser enfin, si, des questions annexes liées à notre propre économie, le fait de payer un loyer, tout ça. Mais on est quand même, je trouve, un petit peu dans un cocon et que là, ça me permettait de sortir un petit peu j'avais un peu des deux. J'étais à la fois dans le cocon et en même temps, il y avait une journée où j'allais vraiment me confronter dans un collège qui était un collège assez difficile. C'était le collège Villeneuve à Grenoble. Voilà, et dans une cité, tout ça. Donc voilà, bon, ça m'a formé aussi pour mon expérience d'enseignant aussi, parce que j'enseigne en école d'art, comme je disais tout à l'heure, mais du coup, le fait d'enseigner en collège, c'est un autre rapport à quoi, voilà, et au groupe, enfin, à Est-ce que, l'enseignement est-ce que si collectif. en même temps tu étais enseignant et en même temps tu étais aussi un élève, est-ce que tu as pu aussi appliquer, ou, enfin faire tout ce que tu aurais souhaité que tes profs à toi puissent aussi faire avec toi? Par exemple, je sais que c'est compliqué, comme on t'expliquait, dans les corps d'art, des fois, c'est pas très assez réaliste parce que ça montre pas réellement la réalité de l'artiste. Des fois, je sais pas parce que, enfin, mais est-ce que toi, comment tu as pu aussi enseigner, est-ce que tu as pu donner, c'est ce que tu ne recevais pas forcément aussi dans cette étude? Moi, parce que pour moi, une école d'art, il y a quand même une grande liberté. Je pense que les étudiants peuvent voilà, aborder, enfin voilà, faire de la performance ou du dessin, de la peinture, de l'art numérique. Enfin, c'est très très ouvert et aborder une thématique qui leur est propre. Moi, je pensais plus en fait le rapport enfin, en fait, l'enseignement au collège m'a amené à penser plutôt le rapport au collectif, au groupe. D'accord. Et c'est vrai que dans les recherches que je faisais à l'époque, enfin, quand je me remémore, euh, par contre, on a une forme de liberté. Il y a un programme en art visuel au collège, mais quand même, on pouvait l'aborder avec plein de choses. Par exemple, la Villeneuve, donc c'est une cité à Grenoble, en fait, c'est une cité nouvelle qui a de gros problèmes maintenant, mais à l'époque, c'était une cité un peu utopique. On mettait vraiment de l'art Ah oui. dans les musiques. Et par exemple, dans cette cité, il y a des œuvres d'artistes comme Ernest Pignon-Ernest. Et je me rappelle que les élèves que j'avais, qui habitaient dans ce quartier-là, ne savaient pas
qui était Ernest Pignon-Ernest. Donc en fait, j'avais fait un petit, voilà, genre une petite visite de leur quartier avec une autre lecture de leur quartier qui est aussi dans les, enfin, c'est des choses C'est qui- c'est super intéressant aussi parce que c'est une façon de recevoir et après donner à tes élèves en même temps. Et enfin, tu étais assez jeune aussi, donc je pense que ça doit être une expérience assez enrichissante. Et tu as continué quand même à enseigner, donc ça a quand même des expériences que t'ont marqué parce bah, que c'est ouais, simultané, c'est-à-dire que tu es artiste, mais tu es enseignant aussi. ouais. Et après, c'est vrai qu'à un moment donné, donc, je parle plutôt au lycée et en collège. À un moment donné, bah, on m'a dit, bon, bah voilà, peut-être ça serait bien que tu sois prof. Est-ce que tu veux passer? Enfin, il y avait une chose concrète, c'était l'inspectrice. J'ai demandé à l'inspectrice qui me suivait quand même, parce que bon, j'avais pas de formation et les inspecteurs, heureusement, ils me suivaient pour voir si ça se passait bien. Et à un moment donné, elle m'a dit, bon, ça serait bien que tu passes la grègue. Je me rappelle lui avoir répondu, bah moi je vais être artiste et elle a respecté ça. Donc elle me trouvait en fait des remplacements. Voilà, j'ai fait. Après, je suis arrivé donc je suis revenu en région parisienne, donc j'ai fait des remplacements en Seine-Saint-Denis. Voilà, donc j'ai fait plusieurs établissements, voilà, à droite, à gauche, et jusqu'au moment donné où j'avais un peu plus d'exposition. Et en fait, du coup, bah, je me suis dit, tiens, bah là, il faut que je me lance un petit peu plus à fond. Donc, c'est vrai que ça prenait du temps, même si c'était à mi-temps, ce boulot d'enseignant dans le secondaire. Donc en fait, après, j'ai fait des petits boulots où j'ai été gardien de, comme je disais, gardien de salle au Centre Pompidou, ce qui était une expérience. Alors là, j'ai gagné beaucoup moins, donc c'était aussi j'ai plus de temps, mais moins d'argent. C'est toujours la bascule, je C'est pense, ça. c'est le temps ou l'argent. Donc là, j'avais beaucoup de temps pour créer, moins d'argent, mais en même temps, j'ai fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait des belles rencontres là-bas. Voilà, les gens qui sont là à surveiller les œuvres, souvent, c'est des artistes, voilà, des critiques, des sociologues. Voilà, j'ai rencontré vraiment des gens intéressants qui, après, j'ai retrouvé dans mon parcours professionnel en tant qu'artiste. Mais c'est incroyable qu'on peut découvrir ça. Sincèrement, j'aurais jamais imaginé. Les gens, ils sont là. Pourquoi? Parce que quand même, ils ont besoin d'une stabilité économique et même si c'est pas beaucoup, enfin, ça donne quand même enfin, un entrée C'est souvent, d'argent. ouais, c'est souvent alors surtout ceux qui viennent le soir. Enfin, parce qu'il y a deux. Alors, bon, je vais faire un truc sur les gardiens de musée. En fait, il y a ceux qui sont à la journée, donc à temps plein. Souvent, c'est des gens, voilà, dont c'est le métier, quoi. Et à mi-temps, c'est souvent soit des étudiants, soit des jeunes artistes, des jeunes commissaires. Et c'est vrai que, en fait, c'est des équipes importantes. Et tous les soirs, on est dans une salle à deux ou trois. Donc parfois on peut rencontrer, voilà, moi j'ai rencontré, enfin, je ne vais pas dire leur nom là, mais des artistes qui maintenant voilà, sont des artistes qui marchent bien. J'ai Ah, rencontré voilà, quelqu'un qui a écrit un texte pour moi là, je l'ai rencontré dans une salle du Centre Pompidou. Et après on rencontre des artistes aussi. Moi j'ai rencontré Sarkis par exemple. Je me rappelle, voilà, je surveillais son expo, voilà, il attendait des gens. Et Sarkis, c'est quelqu'un d'assez, enfin, je l'ai rencontré que là, je l'ai pas revu après, mais j'ai eu cette impression de quelqu'un d'assez généreux dans le partage, qui était venu vers moi pour me dire, bon bah voilà, là je fais une expo. Toi, j'ai l'impression que tu es artiste et qui m'avait fait visiter son expo. Donc il y avait quand même tout ce partage là. Bon après, là je fais un truc sur le gardien de salle, tout ça, mais c'est quand mais même c'est des vrai que conditions c'est d'actualité précaires. aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est fermé, les musées sont fermés. Enfin, tous ces gens-là qui travaillent dans les institutions d'art, malheureusement, sont aussi en stand-by. Et je voulais savoir si tu as enfin, ton avis de tout ça. Mon avis, c'est l'avis de tout le monde, j'imagine. C'est un petit peu, voilà, un goût un petit peu amer par rapport à ça. Voilà, c'est plus dans l'ordre général la situation actuelle. Voilà, de fermeture, enfin, voilà, et du rapport un petit peu à la culture. Enfin, je pense plus là, je vais embrayer un petit peu sur ce qui se passe avec les librairies en fait qui sont fermées.
voilà, qu'on laisse ouvert les Fnac avec les rayons de, enfin voilà, enfin voilà, bouquins, tout ça. Mais qu'en fait, maintenant, on se dit, bon, bah, pour répondre à la colère, on ferme un petit peu tous les rayons de bouquins des magasins de grande enseigne, tout ça. Enfin voilà, donc c'est ça qui me préoccupe un peu plus. Là, pour Parce les que musées, bon, finalement, finalement, Nicolas, c'est pas là où il y a des plus de transmission. C'est-à-dire que, ok, on comprend que dans les bars ou dans les fêtes privées, mais pas dans les musées, pas dans les, enfin, ah, tu vois, ils font ouais, vachement attention. Les librairies aussi, c'est quelque chose qui ouais, nous a sauvés au premier confinement. Et là, sincèrement, on comprend pas. ouais. Ouais, ouais, non, surtout dans les librairies. Bon, le musée, on peut se dire que, par exemple, si il y avait que les musées d'ouvert, bah, au Louvre, tu vois, il y aurait tout le monde qui irait au Louvre et que ça serait, Mais là, quand même un voilà. contrôle, non? Ils sont assez, enfin, ils font beaucoup d'attention. Oui, 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 mais bon, je pense, enfin voilà, voilà, je pense pas que ça soit pour. Enfin, je pense que ça pourrait être problématique si, enfin, j'imagine, voilà, je pense qu'ils ont leur raison tout ça. Mais bon, après c'est vrai aussi qu'économiquement, je sais qu'il y a des expositions qui ont été, voilà, qui ont ouvert, je sais pas, par exemple, l'expo, on va reprendre le centre Pompidou, il y a l'expo Matisse qui venait Oui, c'est d'ouvrir ça. là. Alors après, c'est des collections, non, je pense que les œuvres, elles viennent de la collection enfin, la plupart viennent du centre Pompidou, donc ils ont anticipé le deuxième confinement, mais quand il y a des prêts qui viennent de musées à l'étranger, C'est de ça. partout, enfin, C'est des logistiques qui compliquent, qui ah, sont compliquées et qui sont ouais, chères aussi et que tout ça se met en stand-by et voilà. ouais, ouais. Non, non, mais Et, enfin voilà, c'est problématique, hein, et voilà, bon, ouais, c'est compliqué, ouais, cette situation. Nicolas, je voulais juste te faire un petit pause, comme ça j'explique un petit peu en espagnol et après, pour que tu nous expliques un petit peu, tu peux nous faire une visite de ton atelier. Mais d'abord, Ah je non, voulais juste te faire un résumé en espagnol. je vais Bueno, voy surtout a essayer de hacer... revenir, Oui, voilà. pardon. Pardon, dis-moi, dis-moi. Je disais juste, je vais essayer surtout de remettre de la lumière. Je sais Ok, pas ok, pourquoi ma vas-y, vas-y. image, elle est sombre, Bah, je sais pas pourquoi. si tu veux, le temps que j'explique en espagnol, ¿ça te va? Ouais, voilà, ouais, Ok. ça marche. Bueno, voy a explicar en español por aquellos que estén viendo este live. Nicolás empezó a muy temprana edad. Aquí se administra diferente desde la escuela, la secundaria. Los alumnos pueden ya escoger su línea profesional y Nicolás siempre estuvo inspirado con su hermano mayor y también todo lo que es street art y hip hop. Eso fue como la inspiración principal para él, para darle gusto al arte. Eso fue como que lo que le llevó al arte. Después hizo el liceo. El liceo, aquí se dice liceo, pero es lo que es la secundaria, el colegio, y todo alineado al arte hasta llegar a Bellas Artes, al estudio de Bellas Artes, y él tenía como que esa posibilidad de estar en lo gráfico o en el arte y siempre se alineó al arte, y como tenía que vivir también desde muy temprana edad, empezó a dar clases y hasta ahorita Nicolás da clases de arte y también artista. Nos cuenta también que trabajó varios tiempo en Pompidou como, guardia y que él cuenta que hay mucha gente que trabaja y que comienza desde ahí, haciendo guardia en los museos y que después se hace como que un grupo, una red de gente que ahorita ya está publicando, exponiendo artes importantes, pero que empezaron desde siendo guardias en los museos. También platicamos pues que ahorita pues todo está confinado. Hablando de los museos, hablamos de esa tristeza que surge de que todo se vuelve a cerrar porque ya habían abierto y también hay una como manifestación contra el gobierno que decidió de cerrar también las librerías y las librerías pues o sea, aquí la gente se puso a leer, puso, o sea, la cultura, los libros, las películas, todo lo que
nos podía como distraer y hacer vivir de una mejor manera el confinamiento, pues una parte de esa decisión fue cerrar librerías y ahorita aquí en Francia hay un movimiento que está manifestando en contra de esa decisión. Y bueno, todo esto estábamos hablando con Nicolás. Ahorita lo que le pedí es que nos mostrara un poco su taller, porque él está en su taller y que nos hable de su proceso creativo. Voilà, j'ai fini ma traduction. Et donc, j'expliquais tout ce que tu as dit par rapport à tes débuts et ton expérience et tout ce aujourd'hui que tu enseignes. Et j'expliquais aussi que tu es dans ton atelier et qu'on voudrait que tu nous fasses une petite visite et que tu nous expliques les processus créatifs, ton processus à toi. Non, mais alors après, ce que je peux montrer, alors je vais pas faire une visite, mais je peux montrer un petit peu. Là, je travaille un petit peu sur des nouvelles. Je sais pas si on voit bien. Là, je me suis même posé sur un futur dessin. Donc là, je travaille un petit peu sur un projet d'ailleurs, un projet qui me tient vraiment à cœur. Et on parlait tout à l'heure des expositions et par rapport au confinement. Donc j'ai une exposition qui était annulée là à Munich. Ah oui. Donc ça fait partie. Voilà. L'année dernière, je devais être à Drawing No. Ça a été annulé. Enfin, reporté. Et comment ça se normalement passe en quand mars. c'est annulé, Nicolas? Comment ça se passe quand c'est annulé? C'est-à-dire, c'est annulé ou Alors, on peut repousser la alors, date? Comment ça se passe? ouais, alors là, c'est une exposition qui était en 2 temps, avec en fait enfin pas une commande, mais un travail avec un commissaire d'exposition qui m'a demandé en fait de réfléchir et de travailler à partir d'archives d'historiens de l'art. Et donc, c'était une exposition en 2 volets. Donc, le premier volet aurait été à Munich. Donc, il y aura une exposition normalement. Alors, il faut voir si le commissaire va accepter virtuelle. Donc, j'expose virtuellement à Munich. C'est assez rigolo. Ah oui. Mais par contre, il y aura. Mais comment ça virtuel? Comment ça Non, mais voilà, virtuel à Munich, enfin, voilà, c'est pour ça que ça nous faisait rire. Par contre, il y aura un deuxième volet, et là, pour l'instant, qui est confirmé, ça sera à Tel Aviv, donc en octobre, donc un peu de temps. De l'année prochaine, on croise les doigts. Donc, je travaille là-dessus, en fait, parce que c'est des nouvelles pièces. Et parallèlement à ça, j'ai aussi un projet en janvier-février. Alors, je pense que la date va être décalée avec le confinement. En Suisse, où là, j'ai eu la chance d'y aller avant le confinement à la fondation Jean Michalski, où on va présenter un peu ils m'ont fait des acquisitions de mes pièces, de certaines de mes pièces. Et je vais faire un projet, un travail in situ, en fait, pour le lieu. Voilà, qui sera présenté en même temps que la présentation des pièces. Et donc ça, c'est prévu pour mi-février. Donc je travaille vraiment sur ces deux projets. Alors voilà, par rapport au confinement, tout ça. Enfin, je sais qu'il y a des dates et peut-être que ces dates vont bouger. Et en fait, pour garder un petit peu une dynamique, je garde un petit peu en tête ces dates. Et tout en sachant que ça peut, comme Munich, tomber à l'eau. Voilà, mais bon, je pense que c'est bien de garder un petit peu un rapport au temps, comme ça, avec des dates. Voilà, donc comme ça, les dessins, enfin voilà, je crée, c'est pas perdu, c'est dans l'atelier. Mais on verra après voilà, comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, ouais, Nicolas, une petite question. Pardon. Ouais, vas-y. Oui, je te laisse finir la phrase, pardon. Non, c'était juste pour dire que au-delà des expositions en elles-mêmes, ce qui est important pour moi, ce travail avec les archives et le travail aussi avec Jérémy Kering, c'est l'historien avec qui je travaille. Enfin, c'est quelque chose d'assez passionnant en fait qui me nourrit entre guillemets intellectuellement et dans le travail. Je trouve que c'est une chance aussi de travailler là-dessus et avoir le temps, parce que moi je suis quelqu'un qui travaille sur des projets dans le temps. Souvent, c'est des projets qui mettent 6-7 mois, parce que c'est du dessin au point comme ça. Donc voilà, donc c'était juste pour dire que le travail se fait, quoi. Ouais. C'est bien ce que tu dis. Je pense que
c'est important de continuer un rythme pour avoir une dynamique et de se motiver. Il y a quand même une notion de temps que Ouais. peut-être qu'on le perd avec toute cette incertitude, mais c'est bien, je suis d'accord avec toi. Et je voulais juste te demander, Nicolas, et parce qu'on Ouais. se connaît quand même il y a pas mal de temps, mais je n'ai jamais eu le temps, oui, on s'est jamais pris le temps pour que tu m'expliques ton œuvre en fait. C'est quoi Ouais. ce que, ton message, voilà. Non, il n'y a pas de message. Alors, s'il fallait résumer un peu, souvent, quand je fais des conférences ou ça, je commence toujours par une phrase un peu introductive, mais bon, je sais pas si c'est très. Enfin voilà, faut développer un peu plus tout ça. Mais donc j'ai un rapport plutôt au dessin, enfin qui lie un petit peu l'écriture et le dessin. Moi, je dis toujours, je suis parti enfin voilà, un jour, il y a une dame qui est venue dans mon atelier, qui a regardé mes dessins liés à l'écriture. C'est des petites écritures, voilà. Qui s'entremêlent, où je prends et ces mots qui s'entremêlent deviennent une forme d'image, de tissu d'encre. Et cette dame, en fait, nous dit, tiens, en fait, vous faites comme moi, vous faites du tricot. Voilà, et je Ah, trouvais que cette phrase-là, voilà, elle résumait très bien. Et en fait, quand on regarde, enfin, le mot texte et le mot tissu ont la même étymologie. Donc, je suis parti vraiment de ça. Et après, tout en m'intéressant voilà, à la mémoire d'archives. Par exemple, j'ai la chance d'avoir eu un grand-père qui a été en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, donc j'ai retrouvé toutes ces archives donc, que j'ai redessinées. Donc, souvent, c'est des histoires liées à mon histoire personnelle, mais qui renvoient un peu à une histoire. Donc là, ce qui m'intéressait avec ce grand-père prisonnier, donc au-delà que ça soit mon histoire personnelle, que j'ai, enfin voilà, que c'était mon grand-père, donc voilà, ça fait partie de mon histoire, mais c'est aussi ce rapport en fait à l'écriture, au langage, dans ces documents d'archives qui montrent aussi le dominant, le dominé. C'est ça avant tout qui m'intéressait. Voilà, j'ai travaillé aussi sur, enfin voilà, là par exemple l'histoire de l'art avec ces archives. Là, je travaille sur les archives d'un historien de l'art qui s'appelle Merck Shapiro. Donc voilà, donc je travaille là-dessus. Donc avec l'aide de Jérémy Kering, qui lui a un rapport plutôt scientifique, enfin avec son regard d'historien. Et lui m'a amené un petit peu à des archives, tout ça. Et donc, du coup, j'ai la chance d'aller un petit peu dans ces archives. Voilà, donc je vais faire ça avec Hubert Damy. J'ai fait ça avec Warburg avant, Abby Warburg. Voilà, donc voilà, donc à chaque fois, je prends un petit peu des archives, voilà, ou ça peut être des lieux aussi. Je travaille un petit peu sur la mémoire à travers des documents, voilà, à travers l'écriture. En gros, voilà. j'aimerais bien de traduire ça en espagnol, mais c'est vrai que c'est assez intéressant et j'ai peur d'oublier quelque chose, mais je vais essayer. Les Oh là là, préguntas. j'ai très bien dit. Alors après, Oui, oui. Alors, si tu comprends enfin, l'espagnol, tu peux me dire si c'est bien dit ou s'il manquait quelque chose. No, en todo caso, lo que trato voy a tratar de traducir es que le preguntaba a Nicolás, que ya lo conozco desde hace un buen tiempo, pero que nunca habíamos tenido el tiempo para hablar de su obra y quería saber de qué habla su obra. Entonces, Nicolás me explica que es la escritura, de la escritura, y que hace como que está ligado a la escritura y que una vez alguien una señora le dice, usted hace como yo, hace como que teje. Entonces eso fue como que le cayó el 20 de que sí, pues es que hago dibujos con escritura como un tejido. Entonces desde ahí él lo que hace es, él sigue esa línea y está muy ligado a los archivos, a la historia. Su abuelo estuvo en prisión. Pourquoi il a été en prison? Parce que il était, ton grand-père était en contre de gouvernement? oui, voilà, il y a une histoire qui s'appelle Le complot des pigeons. Alors, qui aussi enfin, il y a plusieurs lectures, je trouve, donc cette série, ça s'appelle Le complot des pigeons. En fait, c'est une série de 27 dessins où j'ai redessiné cette Ah, correspondance, donc des lettres, des documents administratifs.
Et donc, en fait, elle se présente de deux manières, cette série. Donc, il y a ces 27 dessins. Et il y a un livre aussi qui a été édité par l'Endroit Édition, qui est une maison d'édition de livres d'artistes qui se trouve à Rennes. Donc, si vous passez par Rennes, je vous invite, je leur fais de la pub un petit peu. Mais, et donc, le livre, en fait, est accompagné d'un texte d'un historien qui s'appelle Philippe Artière, qui a écrit un petit peu sur ce travail. Et lui, en fait, c'était marrant parce que connaissait l'histoire historique et politique auquel était mêlé mon grand-père. Donc, en gros, il était chauffeur d'un homme politique qui s'appelait Jacques Duclos. Et en fait, Jacques Duclos s'opposait à la guerre de Corée. C'était voilà, donc c'était un homme politique communiste. Et donc, ils ont été arrêtés par la police. Et en fait, ils avaient dans leur coffre des pigeons voyageurs qui étaient censés transmettre des messages en ex-URSS à l'époque. Donc, ils ont été arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État. Bon, à l'époque, quand on est arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État, c'était en 52, donc on pouvait être guillotiné. Donc, c'est vrai que dans les écrits, enfin, on sent cette tension un petit peu. Ils sont restés 3 mois en prison, mais il y a quand même ce fond. Et en fait, dans l'opinion publique, il y a un petit peu un rapport un petit peu... Enfin, les gens se moquaient un peu du gouvernement en disant bon, ils vont se faire guillotiner par des pigeons voyageurs. Et en même temps, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que c'était en fait le rapport de à la guerre froide, URSS, USA, France. Et souvent, quand on parle de la guerre froide, il y a ce rapport URSS, USA, mais en France, il y avait une tension quand même qui était là. Et donc voilà, et du coup, cette petite histoire. Tu l'as écrit, tu as fait un livre. Voilà, enfin oui, alors c'est un livre d'artiste, je dis, enfin voilà, j'ai pas écrit, j'ai plutôt redessiné, voilà, et en fait, du coup ces dessins, en fait, je révèle des passages et j'en cache d'autres, donc il y a vraiment un regard aussi je me définis pas comme historien dans ce travail-là. Et voilà. Je vais essayer de traducir, c'est súper interesante. Alors, lo que está tratando de decir es que Nicolás, su abuelo, fue un prisionero vamos a decirlo, del gobierno, porque su abuelo era taxista de un político que estaba, il était chauffeur d'un politicien, Ouais. Ok, y que ese político estaba en contra de un ataque a Corea en los años, ¿c'était quel año? 52? 52, ouais. En los años 50 de 1952. Entonces, estaban en el carro y tenían muchos como que palomas mensajeras que tenían miles de mensajes y que estaban como que mandando mensajes a Rusia. Entonces Francia, pues el gobierno los detiene y los mete a la cárcel 3 meses. Entonces en esa época, pues los prisioneros del gobierno, pues les cortaban la cabeza en la guillotina. Entonces había como que mucha comunicación, o sea, mucho... las noticias que daban era de que se burlaban un poco de que esas dos personas, su abuelo, el abuelo de Nicolás, que era el chofer, y el político, iban a ser guillotineados por las palomas, un poco como que esa burla, y al final de cuentas, pues no pasó eso, pero Nicolás usa esa historia personal para seguir su obra y ha estudiado mucho de la historia. De hecho, creó un libro con el colectivo de artistas hablando del tema y pues sí ha encontrado mucha correspondencia y dice él que en esas cartas se siente mucho la tensión. O sea, cuando ellos escribían desde la prisión él siente que tenía mucho miedo pues a morir guillotineados. Yo sé, ya te expliqué. Je pense que c'est hyper intéressant. Par exemple, là, cette histoire-là, je ne la connaissais pas et je te remercie de l'avoir partagée. C'est intéressant. En tout cas, oui. Pour l'anecdote, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, comment on appelle ça, le procès, en fait, il était classé dans les archives du Parti communiste. On n'avait pas accès aux archives.
Et en fait, là, donc les archives ont été ouvertes il y a quelques années. Et en fait, j'ai découvert qu'en plus des pigeons voyageurs, il y avait quand même un pistolet et des balles, en fait, aussi. Donc, il n'y avait pas que. Mais ça, il m'a jamais dit, mon grand-père. Sí, es que dice Nicolás que bueno, que la anécdota es de que, bueno, su papá era comunista, entonces por eso esa relación con la Guerra Fría y todo eso, y también que dicen que lo que se ha encontrado últimamente, se encontró que no nada más había como que palomas mensajeras en el carro, sino también había una pistola, entonces bueno, eso nunca lo había dicho su abuelo, pero sí, sí tenía una pistola. Bon, il était quand même courageux, ton grand-père, hein. C'est un grand Ouais, exemple et on parle encore de lui. j'ai fait deux projets, en fait. Il y avait ce projet-là que j'ai fait donc sur cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est une figure qui revient dans mon travail, parce qu'avant ça, il était aussi résistant. Et j'avais été invité par un commissaire d'exposition qui s'appelle Jean-François Chevrier à faire tout un projet. Il était venu à l'atelier, en fait, et je lui avais montré toute cette, tous ces documents, tout ça. Et après, j'ai fait aussi un travail pour une expo avec Jean-François Chevrier qui s'appelait, alors j'ai fait enfin il y avait, c'était une grande affiche qui s'appelait Verso, où j'avais travaillé à partir de tous les versos de 1917 à 2000 de cette collection d'images, en fait, qui a été annotée par ma grand-mère, enfin, par la main de ma grand-mère, où c'est à chaque fois il y a une date et une action ou un lieu. Donc j'en ai fait une sorte de mosaïque comme ça. Donc c'était une affiche qui faisait peut-être 2,50 m sur 1,50 m, je pense, une sorte de papier peint comme ça. Et avec en parallèle un diaporama d'images et d'archives liées, là, alors là, pas au complot des pigeons, mais quelques années avant à la résistance, parce qu'il était résistant. Il a participé à la libération du camp du Struthof, en fait, qui était un camp de concentration français, en fait. Et donc, lui a participé à ça. Et c'est pour ça qu'il a été après chauffeur. C'était un petit peu pour le remercier un petit peu de toutes ses actions pendant la guerre. Ils m'ont dit, bon, ben, on va te trouver un boulot peinard à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, donc après, il est C'est parti parce génial. qu'il était. Donc Bueno, j'ai fait tout un et en gros, c'est une sorte aussi de diptyque sur une histoire la résistance et après cette histoire-là, le complot des pigeons à travers une personne, quoi. Voilà. Et après em, ça. Nicolás nos sigue platicando de su abuelo, cómo él ha tenido demasiada inspiración. Su abuelo también fue un resistente en contra lo que fue la Segunda Guerra, porque había un campo de concentración aquí en Francia y él estaba en contra, no sé cómo se dice, yo sepa como un el resistant en español, era como que estaba en contra, eso siempre. Aquí se le dice resistente y pienso que en español resistente, perdón por mi ignorancia, pero sí su abuelo también y como que cuando se acabó la guerra para agradecerle al abuelo de Nicolás ese gesto de estar en contra y nunca ceder contra, contra Hitler, pues le dieron un puesto de taxista para este político y finalmente una cosa dio a otra y después la historia de lo de las palomas mensajeras. Entonces, definitivamente Nicolás está inspirado totalmente de una historia familiar de su abuelo y de la escritura, de búsqueda, de historia, de comunismo, de temas que ligan su historia con él ahorita en su autoridad. Donc, j'expliquais un petit peu. Mais c'est vrai que j'arrive pas. Les résistants, je pense qu'il doit avoir un mot aussi en espagnol et je me suis parce que je pense que c'est resistentes, mais je ne sais pas. Donc, j'explique un peu plus le contexte, mais bon. Mais en tout cas, Nicolas, je voulais juste aussi te demander, tu as une bonne relation avec ton galeriste. Comment est-ce qu'un artiste arrive à trouver, c'est difficile, comment ça se passe en fait, les processus pour réellement trouver un bon galeriste? Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas de recette. C'est des rencontres. Après, je pense qu'il faut qu'il y ait une rencontre et une relation de confiance. Moi, je suis sorti de l'école en 2003.
Donc voilà, après j'ai travaillé avec quelqu'un, rue Louise Weiss, avec qui il y avait cette relation de confiance. Là après, donc j'ai rencontré Christian de la Galerie C, avec qui je travaille maintenant. Donc voilà, je pense que faut qu'il y ait cette relation de confiance. Et après, il y a d'autres artistes qui rencontrent des galeristes à la sortie de l'école. Moi, ça a mis du temps quand même. Donc voilà. Enfin après, donc quand j'avais pas de galerie, je me débrouillais autrement. Je peut-être penser à aussi l'économie de mon travail différemment. Et enfin mon économie plus que de mon travail, parce que l'enseignement, voilà, payer mon loyer, des trucs tout bêtes, hein, et je pense pas qu'il y ait de recettes en fait par rapport à un galeriste. Par contre, je pense qu'il faut qu'il y ait de la confiance dans la relation, quoi. Voilà, je pense que c'est la clé, et voilà. J'ai pu travailler aussi avec des galeries, des lieux. Enfin, je vois qu'il y a, par exemple, il y a Aurélie Amiot, je sais pas, je la vois peut-être dans la vidéo avec Modulab, qui est une galerie, qui est un lieu super qui se trouve à Metz, qui on a fait des projets. J'ai fait des projets avec Rosario aussi, de 2248. C'est une galerie qui est à Belleville, qui est une galerie super. Voilà, donc enfin, voilà, je pense que c'est vraiment dans la confiance. Moi, j'ai Ça se beaucoup travaillé avec construit des... petit à petit, Ouais. ça se construit, il a un réseau quand même, ça fait quand même des années, toute ta vie en fait, dans ce milieu. Voilà. Et moi, alors avec la Galerie C, en fait, donc on a commencé, en fait, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'appelle Philippe Piguet, qui est un commissaire d'expo critique d'art. En fait, en gros, enfin voilà, je vais faire un peu l'historique, comme quoi c'est des rencontres et des, voilà, des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. Donc j'ai fait une exposition dans mon atelier à Montreuil. Avant, j'avais un atelier à Montreuil qui était voilà, donc il y a les journées portes ouvertes, et il y a quelqu'un qui vient, une étudiante, je sais plus son prénom, voilà, Mélanie, je crois, ouais, c'est Mélanie, qui vient, étudiante, qui aime bien mon travail, on discute, voilà. 2 ans après, je reçois un mail de cette Mélanie qui me propose une exposition à Rome. Donc elle me dit, voilà, je fais un stage à Rome, à l'école, non pas à l'école française, à Saint-Louis-des-Français. C'est une médiathèque à côté de l'église à Rome, en plein centre de Rome. Donc j'aimerais bien montrer ton travail, donc moi j'accepte. Donc voilà, donc quelques semaines après, elle me dit, bon, en plus de tes dessins, on va demander à Jacques Villeglé, qui est un artiste nouveau réaliste, voilà, qui à l'époque il avait enfin voilà, qui est 90 ans, quelqu'un de, voilà, une figure de l'histoire de l'art française, de faire l'expo avec nous. Donc en gros, moi j'étais un petit peu comme si je faisais la première partie d'une rockstar, hein, voilà, on va dire, on va présenter comme ça. Donc j'arrive à Rome avec Jacques, donc on fait l'expo. Alors ce qui était drôle pour l'anecdote, c'est il m'a demandé de l'aider à faire il devait faire un mural, et donc voilà, j'ai fait l'assistant de Jacques Villeglé, c'était une super expérience, c'était une très très belle rencontre pour moi, en tout cas ça m'a vraiment marqué, à Rome. Voilà, donc on a passé une semaine ensemble. Et de retour à Paris, donc voilà, je croise quelqu'un qui savait que j'avais fait cette expo. C'était la revue Entre, qui m'invite à faire une exposition avec Jacques Villeglé au regard de ce qu'on avait fait à Rome. Donc on fait l'expo dans une galerie à Paris, dans un lieu, c'était pas vraiment une galerie, c'était la galerie Entre, c'était la galerie de la revue. Et donc à ce vernissage vient Philippe Piguet, qui venait surtout pour Jacques Villeglé. Donc il découvre mon travail, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Philippe. Et quelques années après, parce que après il est revenu il est venu à l'atelier quand même. C'est important de dire aussi, parce que j'habitais vraiment dans le fin fond, dans le Haut-Montreuil, pour ceux qui connaissent. C'est ça. Et il y a des commissaires qui venaient, d'autres qui venaient pas, donc lui est venu. Et donc il m'a proposé un projet d'expo en Suisse, donc à la Galerie C. Donc c'était intéressant parce que c'était autour de la figure d'Opalka. C'était pas une expo hommage à Opalka, mais c'était sur des artistes qui travaillaient avec le temps. Donc l'expo, elle s'appelait Le temps de l'absolu. Donc dans l'expo, il y avait, donc pour les figures un peu historiques, il y avait Pierre Bloch, Romano Palca. Et pour les artistes qui travaillent sur le temps, il y avait des artistes comme Clément Bagot,
Claude Kloski, qui est-ce qu'il y avait d'autres? Didier Mancoboni et d'autres. Voilà. Donc on était plusieurs et c'est comme ça que j'ai rencontré, c'était à la Galerie C. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec la Galerie C. Et après, Voilà. on a fait plusieurs fois. Et voilà, et là, on a. Voilà, voilà. Comme ça que. Et du coup, ça n'a pas été. Voilà, enfin, voilà, c'est plus dans l'humain, quoi. Je pense que Exactement. c'est. C'est important l'humain. Je vais juste expliquer ça. Je pense que c'est important aussi de le traduire. Peut-être tu Que, peux. oui. Peut-être sur vraiment plus sur une dizaine d'années. Hein, Ah oui, ça prend se des années. dire, voilà, dans le temps. Alors avec d'autres, peut-être il y a des artistes où ça prend moins de temps et d'autres ça prendra plus de temps. Et voilà. Ok, je vais traduire. Le está preguntando a Nicolás, él tiene un galerista, le está preguntando que si es fácil, cómo se encuentra o sea, un galerista. Me dice que todo es una cuestión de confianza y me explica que fue en un transcurso de 10 años que un encuentro lleva a otro encuentro, una persona con otra persona, una exposición con otra exposición, o sea, realmente es un trabajo humano. Más bien, o sea, él dice que las redes, los contactos que se pueden, que te pueden ayudar o crear otros contactos o con otros galeristas, es más que nada, eso pasa por lo humano. Donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible d'écrire ces liens humains alors qu'on est confiné? Là, en temps de confinement, bon, après, je te dis, ça a pris 10 ans, moi. Hein. Donc là, le confinement, j'espère que ça va durer quoi, 3 mois, enfin, peut-être un peu moins, j'espère. Mais là, ouais, enfin, je pense que c'est vraiment singulier pour chaque artiste, en fait, ces rencontres. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Oui, il n'y a pas de recette. Parce Voilà. Donc, qu'aujourd'hui, il a les artistes qui passent plutôt pour les réseaux sociaux et que ces côtés humains, en fait, c'est vrai, c'est important et comme tu disais, ça dépend de chacun, mais aujourd'hui, on a l'impression que de toute manière, comme on est confiné, on n'a pas beaucoup de choix. C'est-à-dire, les seuls moyens qu'il y en a oui, oui. pour faire connaître son œuvre, et même aujourd'hui, toi et moi, on fait une conversation en live et grâce aussi à la technologie. Donc, Ouais, là on est tous bloqués, donc c'est plus compliqué. Mais je veux dire après, bah, je reste optimiste. Hein. Bon, après, le truc aussi, c'est que avec la situation économique que ça va créer, peut-être, enfin, il y a sûrement des galeries qui vont fermer, donc ça va être plus compliqué. Mais voilà, donc oui, ça, là au niveau de l'économie, à mon avis, ça va rejaillir sur le milieu de l'art et pas seulement que sur le milieu de l'art. Tu vois, je pense que les commerçants, enfin voilà, c'est compliqué. est-ce que, juste pour finir, je ne sais pas si tu voulais parler d'une autre chose, mais je voulais juste, c'est une question que j'avais envie de te demander. Aujourd'hui, comme tu dis, on ne sait pas encore, on n'a pas vu tous les dégâts, mais c'est vrai que ça peut jouer, enfin, malheureusement, contre de galeristes ou de petites, même dans toute dimension. Mais est-ce que tu imagines différentes façons d'arriver enfin, que tu t'ouvres, ton œuvre que tu puisses quand même travailler et vivre de l'art. Par exemple, enfin, je sais pas, est-ce que tu voyais une autre façon? Moi, avant d'être soutenu par une galerie, enfin, je faisais de l'art. J'avais même monté une galerie dans un. Alors ça, c'était un projet que j'avais fait avec un ami quand on était étudiant au Beaux-Arts. On avait monté une galerie dans un camion de pizza. Donc à l'époque, il n'y avait pas de Ah, réseau. c'est Et en fait, ce qu'on génial! s'était dit qu'il y avait un temps de 20 minutes à l'époque, hein, quand on était étudiant, il n'y avait pas les smartphones. Donc en fait, on se disait qu'il y avait 20 minutes, les gens étaient disponibles à attendre leur pizza. Et on avait trouvé un camion de pizza qui était en face du magasin, qui est toujours d'ailleurs en face du magasin à Grenoble, qui est un centre d'art. Et donc on leur avait proposé, on leur avait dit, bon voilà, et ça s'était fait sur les
vous nous permettez de faire des expositions autour de votre camion de pizza. Enfin, et en fait, les artistes étaient invités à intervenir sur dans l'espace public, donc sur des éléments. Donc, par exemple, il y avait de la vidéo qui pouvait être projetée dans le petit moniteur, un petit écran du pizzaiolo. Il y avait du son, on pouvait dessiner sur le flanc et des choses comme ça. Moi, j'avais fait des images qui étaient glissées sous les pizzas et imprimées sur du papier alimentaire. Et les gens pouvaient découvrir les images. Et du coup, après, on s'était dit que ce lieu, qui était une forme de galerie, alors bon, quand je dis galerie, on n'a pas essayé de vendre des choses, en fait. On a fait des expositions. Mais par contre, on avait dit, bon, vous nous permettez de montrer de l'art et on vous promet que le soir des vernissages, vous allez multiplier votre chiffre d'affaires parce que vous n'aurez pas 6 personnes qui vont vous acheter des pizzas, mais vous en aurez 30. Et c'est ce qui s'est passé. Donc après, la personne a accepté. Donc on faisait des vernissages. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 événements parce qu'après, en fait, il y a d'autres artistes qui sont venus. Et nous, on s'était dit, bon, bah, ça ne nous appartient pas. Donc, je crois qu'il y a une pièce de théâtre qui a été jouée. Et tout ça pour dire que, en fait, l'art, enfin, c'est libre. Donc, je sais pas, quelqu'un qui. Enfin, moi, quand j'avais pas de galerie, Ah, ça s'est bloqué un petit peu. Ça s'est bloqué un petit peu. Voilà. Tu m'entends là? Oui, ouais, mais je disais que j'ai fait pas mal. il y a quelques secondes qu'ils ont bloqué, mais c'est bon. Pardon. Tu disais quoi, pardon, Nicolas? Non, j'ai fait pas mal de multiples d'artistes. Et je trouvais que c'était une forme, le livre d'artiste, qu'on disait, qui était incroyable de liberté et d'ouverture, quoi. Parce que ça permettait vraiment de diffuser son travail à droite, à gauche, tout en gardant, enfin voilà, avec un potentiel énorme. Donc, mais c'est génial comme idée. Voilà. Bon, c'est pas nouveau, hein. Il y a plein d'artistes enfin, dans l'histoire du livre d'artiste, par exemple, il y a eu au début le livre illustré, ce qu'on appelait livre illustré, où en fait le livre était avec des tirages numérotés signés, donc un tirage un peu, enfin, très confidentiel, donc avec des livres vendus plus cher. Je sais pas, par exemple, Leschinski qui va faire illustrer, enfin, une lithographie à côté d'un texte d'un poète, voilà. Mais après, il y a toute une génération d'artistes qui sont arrivés et qui se sont dit, bon, en fait, bah, on peut travailler avec la photocopieuse, on peut travailler avec enfin voilà, avec des outils du quotidien et Oui, c'est ça. pour multiplier et voilà, et le vendre ou pas à prix maudit, quoi. Et par exemple, à la BNF, je parle de la BNF parce que il y a une histoire intéressante, c'est que donc pas mal de livres illustrés sont présentés et il y a quelques conservateurs qui ont cru à cette forme d'art qui était toute nouvelle et qui ont exposé des livres d'artistes voilà, avec ce rapport un petit peu à la forme cheap, quoi, un peu précaire. Et par exemple, il y a un livre d'un artiste, Ed Ruscha, par exemple. Alors ça, c'est une rumeur, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Ed Ruscha, il a fait un livre qui s'appelle 26 Gasoline, qui est Maintenant, Ed Ruscha, c'est une figure de l'art de Los Angeles. Donc, il a créé ce livre et je crois qu'à la BNF, ils l'ont acheté 3 dollars, ce livre. Et c'est l'une des premières formes de livre. Livre d'artiste. Ouais, livre d'artiste un peu à. Ouais, en fait, avec les moyens de bord, quoi. Ouais, et ça rejoint 26 photos. Et je pense que. Alors, je sais pas, je pense que c'est ça, mais je pense comme il pouvait pas l'exposer, bah, il en a fait un livre. Et je trouve que c'est. Voilà, chaque artiste doit trouver ses formes. Parce que là, un artiste, quelqu'un qui fait de la peinture à l'huile, des grands formats de 2 mètres sur 2, n'aura pas la même économie que quelqu'un qui fait de la performance. C'est pas du tout le même rapport à l'objet ou à la forme, et donc peut-être pas la même économie, mais chaque économie, enfin chaque artiste doit trouver un petit peu ça. Il y a des artistes des très bons artistes qui vendent rien, mais qui à côté enseignent
c'est notre forme d'économie et ils ont une liberté aussi de faire qui leur est propre. Donc, Tout à fait, voilà, tout à fait. chacun doit faire un petit peu sa manière de faire les choses, quoi. Il n'y a Je pas vais de... juste, je vais essayer de traduire, mais une petite question. Quand tu as fait les camions pizza, c'était quelle année? C'était encore étudiant? C'est en deuxième année. Alors, Deuxième c'était année? avec il ne doit pas écouter, mais Raphaël Charpentier, qui était on était deux étudiants. On était avec un prof qui s'appelle, justement, c'est quelqu'un d'intéressant parce que, donc, qui s'appelle François Deck, qui était un professeur qui nous enseignait, qui faisait des débats, lui, qui disait, bon, je produis aucune forme, il y a trop de formes, faut plus... donc il disait qu'il produisait des débats, donc en fait, il invitait des gens, des sociologues, tout ça, à débattre, et Ah, on se retrouvait en groupe comme ça, et c'était une forme de... Voilà, et donc son projet, c'était une deuxième année, on devait intervenir dans un territoire, dans l'espace public. Nous, on avait fait ce projet-là avec Raphaël. Et Raphaël, maintenant, s'occupe d'un lieu, alors c'est marrant, il est galeriste maintenant, dans un lieu à Strasbourg qui s'appelle Eden Gallery. Voilà, donc peut-être que ça lui a donné des idées, cette exactement, forme du camion de exactement. pizza. Eh, Donc yo voy a voilà. traduire. Antes de terminar, le estaba preguntando a Nicolás que qué piensa él, cómo él se imagina pues esta nueva era en el arte. Por ejemplo, si los museos están cerrados y pues no tenemos una visibilidad del impacto eh, que va a tener con lo que es la cultura, el arte. Y él me explica que en el segundo año de Bellas Artes, cuando él era estudiante, él hizo con un compañero de él un proyecto de tener un camión de pizzas afuera de la escuela. Entonces era como una especie de galería donde se permitía a los artistas, alumnos emergentes, de exponer, de escribir, hicieron obras de teatro, o sea, realmente fue una bonita experiencia. De hecho, su compañero, eran dos alumnos, él y su compañero, no me acuerdo el nombre, ahorita él es galerista. Y dice él que sí hay, o sea, que cada artista va a encontrar su manera para salir adelante, que él tardó 10 años para encontrar un galerista y que antes de encontrar un galerista pues hizo lo que pudo y sí se puede, o sea, sí hay diferentes, según el artista, según su técnica, según lo que el artista quiera hacer. Bon, Nicolas, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à nous partager. Non, non, ça va. En tout cas, c'était super sympa. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. J'ai essayé de traduire en espagnol, plus ou moins, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas si tout ça, grâce à ton œuvre, c'est aussi, est-ce que tu as quand même quelque chose d'écrit pour que tu puisses, parce que tu as, beaucoup d'histoires de tout ce que tu dis, il y a Ouais, ouais, beaucoup des anecdotes, tout ça. sur mon site internet, en fait, il y a les textes en français, mais de critiques et d'historiens qui ont écrit sur mon travail. Donc, je les ai répertoriés. Ok, Voilà. Donc, je vais inviter, je vais diffuser aussi ton site. Le ouais, preguntaba a Nicolás porque tiene muchísima información. Para mí se me hace como que me siento impotente al no poder traducir todos los detalles que él nos está compartiendo. Hay muchas anécdotas y le preguntaba si tenía libros o textos y me dice que sí, que en su libro, que es su página web. Entonces voy a tratar de compartir también su página web. Bon, Nicolas, je te remercie en tout cas et ben, on se voit. Donc, et ton prochain expo, j'espère que tout ira bien. En tout cas, bonne ouais, continuation. Et c'est vrai, il ne faut pas s'arrêter. Il faut toujours se motiver, avoir une date dans la tête. Et après, on verra. Et sinon, comme tu dis, ça, c'est les archives, c'est toi, c'est ton temps, c'est ton œuvre et ça reste comme ça. ouais. Bon, Bon, merci Nicolas. Ciao, à la prochaine. merci, au revoir. Ciao. Ciao.